Et des fois, ça tient à une personne. C'est-à-dire qu'en fonction des aptitudes de management de la hiérarchie, soit tu vis ta meilleure vie, soit c'est ton pire cauchemar. Clairement, ouais. Puis là, au premier abord, j'avais l'impression d'être quand même soutenue. Et finalement, ça a été une descente aux enfers. Dans cette entreprise, j'avais rencontré la personne qui est devenue mon futur associé, avec qui on est très différents, mais on est hyper complémentaires. Et c'est une vraie force. Et puis, t'en arrives à un moment donné où tu te dis, mais t'as qu'une vie. Est-ce que souffrir, ça va faire en sorte que tu seras meilleur ? Je crois pas. Mais bien faire les choses, ça veut pas dire que tu as une vision. Ça veut pas dire que tu vas atteindre des objectifs. Ouais. Vraiment, ce que je pense au plus profond, c'est qu'on a toujours beaucoup plus à perdre à pas essayer. Plus vite tu te lances dans l'aventure de l'entrepreneuriat, et plus tôt tu pourras te casser la figure et recommencer. Ouais. T'es tombé physiquement au travail ou sur ton lieu de travail ? Ok. Donc ambulance, tout ça. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficiles, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Laetitia. Bonjour Laetitia, bienvenue. Bonjour Dylan, merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Laetitia Rigolo, j'ai 35 ans. Aujourd'hui, je suis cofondatrice de l'agence Make, donc une agence de marketing externalisé en Suisse, donc, qui est sur la Suisse romande, basée en Valais et qui rayonne en Suisse romande. Qui rayonne sur toute la partie francophone. Ok, cool. Est-ce que tu peux décrire un petit peu dans quel environnement tu étais avant d'avoir eu ce déclic qui fasse que tu entreprennes un petit peu ton enfance ou ton parcours scolaire? Est-ce que tu as toujours été dans le côté marketing, communication, ou tu es passé par différentes entreprises? Différentes phases. Ouais, différentes phases. Non, alors il y a eu différentes étapes, on va dire. Quand j'étais plus jeune, je voulais en fait à la base être journaliste reporter. Cool. Et ça t'est venu comment? Tu te souviens ou pas? Disons que comme l'armée où je voulais m'engager de base, il fallait quand même suivre des règles. Et puis je me suis dit, niveau hiérarchie, parfois j'ai un petit peu du mal à suivre des cadres. D'accord, donc toi tu veux t'engager dans l'armée? Je voulais m'engager, et puis je me dis non, par contre j'avais envie de bouger. Et j'ai envie de découvrir le monde et de voir comment ça se passait ailleurs. Et donc du coup je me dis tiens, reporter journaliste, ça pourrait être vraiment quelque chose d'ultra enrichissant. Et puis en fait je me renseigne et je me rends compte qu'il faut avoir certains prérequis pour rentrer dans des écoles de journalisme. D'accord. Donc à ce moment-là je suis en France. Et puis notamment il fallait avoir un très bon niveau d'anglais. Chose que je n'avais pas. D'accord. Donc, je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire d'autre qui reste quand même dans un environnement de relationnel, de communication. Et c'est là que je découvre qu'il y a des écoles de communication, de marketing, de publicité qui existent. C'est pas le genre de voie qui est enseignée à l'école quand il faut choisir une filière. Et puis là, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une école de communication à Lyon. Et puis, c'est là que j'ai... oublié le fait de devenir journaliste reporter du fait de l'anglais ou... Alors, je ne l'ai pas oublié, mais j'ai mis un mouchoir dessus et puis je me suis dit, on va faire autre chose. Ok. Donc, tu bifurques à ce moment-là dans la communication parce qu'il y a toujours la relation humaine, créativité, etc. Donc, tu commences un cursus scolaire sur la France, C'est ça. Donc, c'était une école de marketing ou... C'était une école de communication globale. Et puis... dans cette école-là, donc c'était une école qui était privée, parce que je ne voulais pas aller à la faculté, dans le sens où il y a des amphithéâtres qui sont remplis de monde, et c'est vrai qu'on n'apprend pas de la même façon que dans une classe où tu vas avoir moins d'élèves. Donc oui, il y a quand même un coût, mais derrière, il y avait une qualité qui pour moi était au rendez-vous, avec surtout des professeurs qui ne sont pas que des profs, c'est surtout et avant tout des professionnels qui sont en activité. Juste, et ça fait toute la différence. Exactement. Quand tu as un prof qui n'a jamais exercé ce dont il te parle, que ce soit en commerce ou autre, c'est compliqué quand même. Il y a moins de légitimité derrière. Donc ça, tu remets directement, tu as ce côté-là où tu questionnes directement le système scolaire en place en disant, si je vais là, c'est des gens qui n'ont pas forcément pratiqué, en général,
de ceux dont ils vont me parler, donc je préfère aller dans une voie privée où là j'ai des gens qui sont sur le terrain, qui diffusent leurs connaissances à travers des cours, quoi. Alors je peux pas te dire qu'à ce moment-là c'était vraiment... T'avais pas conscientisé ça? Ouais, pas à ce point-là, Okay. pas à ce moment-là, mais je me rendais compte que les échanges avec chacun des intervenants étaient d'une richesse importante et qu'ils avaient tous des parcours incroyables. Ouais. Ils n'étaient pas forcément tous indépendants, enfin ils n'étaient pas tous dans leur propre structure, mais vraiment des parcours qui étaient inspirants. Vraiment. Et pour avoir cette comparaison-là, tu étais passé par un cursus avant dans une école publique ou pas du tout? J'ai toujours été dans des écoles privées. Ah d'accord, ok. Voilà, donc tu n'as pas eu cette comparaison, mais tu sais que le milieu est plus enrichissant du fait du parcours. On va dire hormis vraiment dans les toutes petites classes où oui, j'avais été au public à la base, puis il n'y avait pas eu une très bonne expérience d'encadrement. Donc du coup, mes parents ont toujours voulu qu'on soit dans ce qu'ils considéraient pour eux des structures avec des valeurs qui étaient plus comme ce qu'ils pensaient être le mieux pour leurs enfants. Très bien. Ouais. Et puis c'est vrai que mes parents sont indépendants, sont entrepreneurs. Ah. Et ça vient de là ou... Et ça, il y a de fortes chances, oui. Disons que j'ai toujours grandi dans l'idée que dans la vie, rien n'est gratuit. Ouais. Il faut se lever très tôt le matin et tu n'as pas le droit d'être malade. D'accord, donc ça, ce sont des valeurs qui t'ont été proposées par tes parents, quoi. C'est ça, disons qu'on a grandi avec ces valeurs-là, en effet, dans du travail en tout cas. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. D'accord. Où, même quand j'étais malade, d'ailleurs, je n'avais même pas conscience qu'il y avait des systèmes qui permettaient de pouvoir, on va dire, se reposer parce que vraiment, tu es malade et que voilà, tu as le droit à un arrêt maladie. Je savais pendant longtemps même pas que ça existait. Parce que si tu as des parents entrepreneurs, effectivement, c'est malade sans être malade, quoi, parce que tu dois quand même continuer à faire avancer ton entreprise. Mais, Puis d'autant plus que mon papa était infirmier libéral, donc indépendant à domicile. Ouais. Et les malades n'arrêtent pas d'être malades les week-ends et les jours fériés. C'est marrant, hein. On tombe souvent malade le vendredi, quoi. Voilà. Et lui, pendant plus de 10 ans, il a travaillé tous les jours. Ok. Pas un jour off. Donc tu as ces valeurs-là qui te sont proposées, ou pas forcément imposées, mais qui te sont montrées par tes parents. Donc du coup, tu comprends vite que le fait de recevoir de l'éducation qui soit un petit peu privée, quoi, dans le sens où tu as moins d'élèves par classe, ça sera meilleur pour toi. Donc tu te mets dans cette école de communication marketing à ce moment-là, du fait que tu n'aies pas l'anglais pour pouvoir aller dans le reportage et le journalisme. Ok, très bien. Après, je me disais, mais c'était tellement une grosse barrière d'apprendre l'anglais ou pour accomplir ton rêve. Alors, tu sais pas pourquoi tu as bloqué là-dessus? À ce moment-là, oui. Il me semblait plus simple de changer de voie que d'apprendre l'anglais. Incroyable. Bref. J'avais pas cette conscience-là de possibilité d'évoluer dans une compétence que j'avais pas vraiment, en fait. C'était une pensée limitante, tu penses, à ce moment-là? J'avais des gros blocages sur l'anglais. C'est-à-dire que, pour la petite anecdote, j'avais une professeure d'anglais qui, voyant qu'à chaque fois qu'elle me rendait ma copie, qui était plus rouge que bleu, tellement je faisais des fautes de partout, qu'elle voyait... Parfois, ça arrivait quand même que je verse quelques larmes, qu'elle a décidé de me corriger en vert pour que ça soit moins traumatisant. Ah ouais. Donc un réel blocage, quoi. Un réel blocage par rapport à cette langue, à l'apprentissage en général des langues, ou c'est vraiment sur cette langue? C'était vraiment... Tu butais? Oui, je butais dessus, mais c'est parce que c'est vrai que selon les écoles, malheureusement, il n'y a pas des voyages scolaires qui sont faits, qui, à mon sens, te permettent d'apprendre concrètement. Parce qu'à côté de ça, j'ai aussi appris l'allemand. Et ça a été. Et pourtant l'allemand, je vais te dire, moi j'ai fait de l'allemand, je ne sais toujours pas le parler, quoi. Donc, oui. Ok. Mais c'est vrai qu'avec l'allemand, je suis partie en famille d'accueil. Ça s'est bien passé. J'avais le dictionnaire, parce qu'il n'y avait pas les smartphones comme aujourd'hui. J'avais le dictionnaire sur la table. J'avais la famille d'accueil qui m'interdisait de parler français. Ok. Et donc du coup, j'avais pas d'autre choix que de pratiquer. Et ça a été une super expérience. Donc l'anglais, on va pas traîner là-dessus, mais du coup, du fait que l'anglais soit un peu bloquant pour toi, tu changes tu pivotes d'orientation au niveau de la communication, marketing. Et du coup, alors tu commences tout ça comment? Ça se passe relativement bien? Alors non, je suis une catastrophe à l'école. Très bien. De manière générale, en fait, je comprenais vite, mais il fallait m'expliquer longtemps. Donc j'avais toujours
un trimestre de retard. Ok. Ah ouais. Donc, voilà. Disons qu'en communication, quand j'ai commencé l'école, il y avait plein de matières différentes. Et puis, j'ai voulu suivre le cursus le plus généraliste, le plus global possible. Ok. Parce que ne sachant pas exactement où je voulais aller, ouais. je découvrais vraiment cette filière-là. J'ai voulu vraiment mettre un pied dans tout ce qui se faisait dans la communication. Okay. Donc, que ça soit autant la stratégie que le marketing. Il y avait même le codage, avec la création de sites internet. Il y avait les réseaux sociaux, c'était encore les débuts. Ouais. Il y avait tout ce qui était relations presse, relations publiques. On nous donnait des cours de psychosociologie. C'est intéressant, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de matière à C'est ça, il y avait du droit. Il y avait tout ce qui était rattaché aux médias. Comment est-ce qu'on choisit un média, etc. Et puis, il y avait un peu de journalisme. Voilà, quand même. Et ça, c'est sur une année ou c'est tant que tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu as un cursus possible avec toute cette largesse-là? C'est une année, c'est une filière qui permet d'avoir 4 années, soit dans la voie globale, soit au bout de la 2e année, tu pouvais te spécialiser. Ok. Pour ma part, j'ai préféré rester dans la voie la plus généraliste parce que j'étais pas convaincue. J'avais pas envie de choisir une seule chose. D'accord. Le truc, c'est que j'aimerais pouvoir tout savoir faire, mais on peut pas être bon partout. Donc, à un moment, il faut faire des choix. C'est ça. Donc, je voulais faire quand même mes 4 années comme ça. Et puis, il y avait une 5e année qui permettait d'obtenir donc, un master. Ouais. Donc, c'est le principe en France d'un bac plus 4 années ou bac plus 5 ans. Ouais. Bac plus 4, finalement, ça ne correspond pas vraiment à un titre certifié. Okay. Donc, c'est un master 1, mais qui n'est pas vraiment reconnu comme tel. Okay. Donc, il fallait faire une 5e année. Mais moi, je m'étais engagée sur 4 ans déjà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, ce qui m'a permis pendant ces années-là d'avoir des expériences dans des agences spécialisées, comme une agence de publicité. J'étais dans une agence de communication globale. Okay. J'ai bougé entre Lyon, entre Paris. Et puis, dernière année, je me suis dit, tiens, je vais partir. J'avais plus envie de rester là où j'avais déjà eu des expériences. J'avais aussi envie de prendre l'air ailleurs. Okay. Et j'ai atterri à La Réunion. D'accord. Donc, pour bien comprendre, reformuler tout ça, donc tu fais quand même tes 5 années? Tu as ton master ou... J'ai 4 ans. Non, tu as 4 ans. J'ai fait, ouais. Tu n'as pas fait ton année master? Non. Et c'est sur cette 4e année que tu décides de partir? Exactement. À La Réunion? Okay. Oui, parce qu'en fait, de toute façon... pour un stage ou pour... Oui, d'accord. Il fallait clôturer cette 4e année, il fallait faire un mémoire. Oui. Donc du coup, là, dans tous les endroits où j'ai postulé, in fine... J'avais postulé même à l'étranger et là, je ne m'étais même plus posé la question de l'anglais. Je m'étais dit, on verra bien, on ira sur place et puis... Hein. Ouais. Et finalement, voilà, quand j'ai fait mes relances, je tombe au téléphone avec un monsieur que je ne savais même pas qui c'était. Et il se trouvait que c'était le PDG d'une agence, d'un groupe d'agences d'outre-mer qui s'appelle Court Circuit. Okay. Qui est un des plus gros groupes d'outre-mer. Okay. Et ce monsieur... m'invite finalement à avoir un entretien en visio avec sa directrice générale, plus le directeur artistique, parce que j'avais demandé si je pouvais avoir un poste un peu hybride. Okay. Et in fine, après l'entretien, c'est validé. Et c'est là que j'apprends que du coup, je pars pour La Réunion, parce que de base, physiquement, tu dois aller je ne savais même pas que c'était là-bas qui était l'agence. Pendant l'entretien, la visio, on t'a pas dit qu'il faudra se déplacer, quoi. En fait, le PDG m'a dit... j'aimerais bien que vous veniez à notre siège, parce que j'avais postulé dans une succursale en Martinique. Okay. Et comme je voulais un stage et que je voulais pas... on ne pose pas de questions quand on fait un stage. On y va. Ouais. Et si la réponse est claire, validée, on y va. Quand on commence pas à dire... OK. Et puis, j'ai attendu d'avoir l'entretien. Et puis, c'est là que j'ai compris et j'ai appris que... le siège de ce groupe était à Saint-Denis de La Réunion. Okay. Donc, je prends un billet aller simple et je me dis, on verra bien ce qui se passe. Ok. Et alors là-bas, comment ça se passe, justement? C'est une autre aventure. Ok, humaine, je pense, culturelle, c'est professionnelle vraiment, aussi. C'est un peu un chamboulement parce que j'ai jamais vraiment quitté la France. Ouais, oui. Hormis pour des petites vacances ou quoi, mais bon... Je suis jamais partie aussi loin, clairement. Okay. Et puis, l'ensoleillement est différent, l'ambiance sur place, la culture, pour le coup. C'est vraiment une découverte qui est sur tous les points. Et ouais, au début, j'ai du mal.
À t'adapter, tu dis? Malgré tout, oui. Okay. Alors plus parce que l'ensoleillement est très différent et puis j'y suis allée vraiment, comme on dit, la fleur au fusil, sans trop savoir ce qui m'attendait là-bas. Ouais. Je pense que c'est pas mal d'y aller comme ça, quoi. Parce que si tu réfléchis trop, ou que tu analyses trop, ou que tu prends trop d'informations, ça peut te freiner. Ça pourrait. Ouais. Donc là, du coup, tu y vas, on va dire, en toute naïveté. Clairement. Et puis tu tombes sur une culture différente, même si ça reste dans le même pays, parce que ça reste la France. Ouais. C'est quand même bien différent, quoi. Donc. Oui, clairement. Tu mets un certain temps à t'adapter ou tu n'arrives pas à t'adapter du tout? Si, assez rapidement. Parce que bien reçu Oui, on va dire que par contact, je me retrouve à habiter chez une copine d'une copine. Okay. Et puis ça commence comme ça parce que j'avais même pas de logement vraiment en arrivant sur place. Okay. Et puis je commence mon stage très vite. Ouais. Et oui, bien accueilli, bien entouré. Franchement, de manière générale, ça se passe bien. Après, à côté de mes études, j'ai toujours travaillé en restauration pour faire face aux factures, aux coûts. Déjà en France. Voilà, déjà quand j'étais en France. Et puis là-bas, pareil. Il faut très vite que je trouve un job. Parce que malgré tout, j'ai quand même pris un crédit étudiant pour payer mes études. Et qu'il faut que je commence à le rembourser. Ok, tu as une certaine pression financière aussi à ce niveau-là, quoi. Voilà. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose ça t'a été positif, ce crédit étudiant, ou pas? Parce que tu sais, il est remis en question aux États-Unis, où c'est un peu le même délire, où tu dois prendre des crédits pour pouvoir te former et pouvoir prétendre à un travail. Et je crois que ça met plutôt les gens qui le prennent dans la galère qu'autre chose, quoi. Donc, est-ce que toi, c'est le contraire? Ça a été positif? Ça t'a forcé à gérer aussi tes finances, à aller chercher du travail pour justement payer tout ça? Ou comment tu l'as vécu, toi? Même sans les crédits, de toute façon, faut bien payer le loyer. Il faut pouvoir se nourrir, payer ton forfait de téléphone. Donc, voilà, j'ai eu la chance que mes parents m'aient offert mes 2 premières années d'études. Okay, sympa. Maintenant, on était 4 enfants, donc ils ne pouvaient pas non plus nous aider plus que tant. Oh. Et puis, je préfère le voir d'une manière positive parce que, oui, quelque part, ça reste une source de motivation. Ouais. Tu as besoin de faire face à ces choses-là et entre guillemets, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Oui. Donc, tu te prends en main. Ouais, et ça t'oblige à... Tu as conscience que dans la vie, il n'y a rien qui est gratuit. Ouais. Et puis j'avais choisi mes études. C'est ça, ouais. Oui, j'avais fait le choix aussi d'aller dans le privé. J'aurais pu aller dans le public. Ouais. Donc, j'ai fait des choix où derrière, il fallait assumer d'une certaine façon. Je l'ai fait. Ok, donc ça t'a responsabilisé vis-à-vis de ça, même si tu avais déjà cette notion-là du fait de tes parents entrepreneurs, etc. Quoi. Mais ça n'a pas été un frein où il n'y a pas un moment où tu t'es dit j'y arriverai jamais, enfin voilà, tu as abandonné. Quoi. Ça a été un moteur dans le bon sens. Ok, donc là on se retrouve à La Réunion, tu es en stage dans l'entreprise, l'agence de pub. Tu t'intègres gentiment et puis qu'est-ce qui se passe après? Ça continue encore un moment ou... Alors ça a duré, je crois que c'était bien 6 mois. Okay. Et puis je fais mon mémoire en même temps. Enfin, du coup, je fais un peu tout en même temps. Travail dans la clairement, voilà. En gros, je suis à l'agence du lundi au vendredi jusqu'à des horaires de bureau. Et puis soir et week-end, j'enchaîne avec la restauration et plus mon mémoire. Et puis à la fin, plus ou moins, j'ai la directrice d'agence qui me dit Laetitia, j'aurais peut-être un poste à vous proposer. Je me dis cool, vu que de toute façon j'ai pris un billet aller simple, on verra bien ce qui se passe. Et puis in fine, il y a eu des changements en interne. D'accord. Donc ça se fait pas. Ok. Et puis je me dis de toute façon là la période elle est terminée à l'agence. Ouais. J'ai pas forcément envie de rentrer tout de suite. Ok. J'ai pas non plus les moyens de faire une 5e année parce que j'ai quand même l'envie d'en faire une. D'accord. Je veux vraiment avoir un master, mais là pour le coup je suis déjà en train de rembourser mes crédits. Je sais pas dans quoi je veux me spécialiser. Ouais, donc tu sais toujours pas quoi. Non, je sais pas trop. Resté dans le généraliste. Voilà. Okay. J'ai un peu encore la tête dans le guidon de quelqu'un qui vient de sortir de l'écriture d'un mémoire. Ouais. Donc je me dis tiens, je vais passer à temps plein au restaurant où je travaillais. D'accord. Et puis je reste à La Réunion, je reste à La Réunion, dans la restauration. Voilà, et je travaille encore quelques mois et puis au bout d'un moment, je me dis que je vais peut-être rentrer en métropole parce que ça va bientôt être Noël. Okay. Il y aura aussi la remise des diplômes qui est prévue. J'aimerais bien être sur place pour cet événement. Et puis que oui, ça me force à quand même réfléchir à l'étape d'après. Et à mon sens, si j'étais restée à La Réunion, voilà. Tu sentais que tu allais un peu dériver de ton objectif ou... Je sentais que c'était pas l'endroit pour faire ma 5e année en tout cas. D'accord. Donc là, pour situer, on est à peu près en quelle année? À quel âge?
J'ai 23 ans. Okay. On est en 2013. Ok, très bien. Donc là, tu arrives au bout de ton déplacement à La Réunion, du fait que ça n'avait pas été reconduit en CDI, contrat à durée indéterminée. Ouais. Tu restes un petit peu pour kiffer, encore un petit peu d'argent et puis c'est ça. Profiter du moment. Oui. Et après, tu décides de rentrer sur les fêtes de Noël pour recevoir ton diplôme, c'est ça? C'est juste. Et puis en même temps, voir la famille, je pense aussi. Bah oui, c'est un peu. Ok, donc là, tu reviens sur place, tu réceptionnes ton diplôme. Tu peux pas faire la 5e année qui aurait fait le master. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, là? Du coup, tu fais un choix, quoi. Oui, du coup, j'avais convenu avec ma meilleure amie de venir faire une colocation avec elle, qui, elle, partait faire une 5e année dans le sud-ouest de la France. Ok. Et puis, voilà, elle était OK, vu qu'elle connaissait personne non plus là-bas, que je vienne avec elle. Ouais. Et puis moi, ça me permettait de me laisser finalement une année à réfléchir à ce que je voulais vraiment, travailler sur place dans un job alimentaire, et puis me donner les moyens de pouvoir passer à ce qui est pour moi l'étape d'après. Qui est donc de réussir à rentrer dans une école, ou en tout cas un établissement qui me permette de faire une 5e année dans quelque chose que j'aurais choisi. D'accord, donc tu as une année un peu de battement. Exactement. Tu continues de travailler, mais ce n'est pas forcément dans le domaine que tu souhaiterais. Non. Mais ça te permet de rechercher aussi, un petit pas de recul qui te permet de te repositionner un petit peu. C'est ça. Tu avais besoin de ça, quoi. Tu avais besoin de ce moment un peu d'introspection. C'est ça, encore une fois, je me retrouve dans un environnement que je ne connais pas. Ouais, justement. Donc, à chaque fois, c'est sans dire que tu repars à zéro, tu n'as plus tes repères. Ouais, donc, clairement. Tu te focalises sur des choses que tu choisis aussi. Ouais. Donc là, à ce moment-là, j'habite à Bayonne. D'accord. Et puis, je retravaille en restauration. Ouais. J'ai essayé de rentrer dans des agences de communication du secteur là-bas. Et puis, l'ambiance même ne me convenait pas. Donc, je me dis, je préfère faire un job où finalement, tu fais un peu moins fonctionner ta tête, si je peux dire. C'est moins stratégique. Ouais. T'exécutes. T'es dans du relationnel. Alors, il y a quand même le cerveau qui tourne parce que quand tu dois retenir une table de 10 personnes en commande... Puis gérer les clients un peu compliqué. Ça t'apprend la vie. Ouais. C'est très formateur, la restauration. Et je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça demande moins d'énergie en termes de réflexion. Oui. Tu es plus dans un flow continu. Tu as des choses à faire, c'est exécuter. Voilà. C'est très physique. Ouais. Ça reste très physique. Ouais. Et je profite des moments où, en tout cas, je ne travaille pas, où je me pose pour me dire, OK, mais tu n'as pas fait déjà 4 ans pour continuer là-dedans, parce que c'est là où tu pourrais abandonner. Ouais. Oui, et clairement, puis finalement tu te dis, c'est un job un peu à la portée de tous. Oui. Je peux le faire, je sais que je le fais correctement. Tu n'as jamais dit de grimper les échelons, justement, dans la restauration, en disant... Je reprends des rangs, après je reprends la direction de... Non, c'était pas... C'était vraiment alimentaire, quoi. C'était vraiment une facilité à faire de l'argent, en fait. Disons que j'ai toujours travaillé à fond dans tous les métiers que j'ai fait, dans toutes les boîtes où j'ai été. J'ai toujours bossé comme si c'était la mienne. Donc je m'investis énormément. Ouais. Et j'avais plaisir à faire ce que je faisais. Oui. Et je voulais aussi avoir de la fierté dans ce que je faisais. Mais je savais que c'était pas là-dedans que je voulais faire toute ma vie, parce qu'à un moment donné, à force de rencontrer des gens, ceux qui restent longtemps dans ce milieu-là, souvent, pas tous, mais souvent, ils sont abîmés. Ouais. Ils sont abîmés, sont cassés, et ils sont abîmés aussi dans le pro, mais dans le privé. Oui. Difficile de construire quelque chose avec quelqu'un qui a des horaires en coupure, etc. Donc, c'était pas cette vision-là que j'avais de ce que je voulais construire dans ma vie. D'accord. Donc, tu as quand même essayé de chercher des agences, mais ça ne t'a pas correspondu en termes d'ambiance. Donc, du coup, tu fais ton année. Du coup, voilà, je travaille. Et puis, je me dis, OK, mais qu'est-ce que tu as le plus aimé de tout ce que tu as vu jusqu'à présent dans tout ce qui est rattaché à la com? Ouais. Et j'avais eu une expérience à Paris où j'avais pu participer à l'organisation d'un salon au Palais des Congrès. Ouais. Et... c'est très sport, l'événementiel. Oui. Donc là, c'était du B2B. Ouais. Mais à la fois, il y a un côté un peu excitant parce qu'il faut toujours rebondir et faire face à des situations inattendues. Et c'est que ça. Ouais. sur le papier, c'est parfait. Oui. Ça doit se passer comme ci, comme ça. Tu as tel et tel prestataire qui doit arriver à telle et telle heure. Enfin voilà, tout roule bien. Mais dans les faits, c'est pas ça, du tout. Et en fait, de devoir toujours trouver des solutions,
en plus de rester dans le cadre et aussi de faire face, on devait communiquer pour notre client sur place auprès des médias, etc. Okay. C'était l'époque des flash mobs, donc on avait aussi un flash mob d'organiser. Donc au Palais des Congrès où il y a des centaines et des centaines de gens qui viennent par jour. On rappelle juste le flash mob, tu peux rappeler ce que c'est? Alors le flash mob, c'est en gros c'est un événement qui paraît imprévu et qui est finalement très organisé, où c'était sous couvert de danse, où les gens se retrouvaient à un endroit et puis finalement avec une chorégraphie et une musique, etc. Et puis à la fin, c'était pour promouvoir une marque. Voilà. Donc c'était... il y avait ça d'organisé aussi. Il y avait ça d'organisé. Donc ce qui t'a motivé, c'était tout ce côté un peu... prévoir l'imprévisible, comme on dit dans l'événementiel. Oui. Et puis surtout la réactivité, parce que c'est vrai que tu peux vite être débordé par plein de choses à faire en même temps, sur les prestataires, sur le staff, etc. Et puis tu peux vite te laisser submerger. Et si tu n'es pas solide mentalement, on va dire, tu peux vraiment vite partir en courant, quoi. C'est pas évident. Ouais. Ça t'a titillé. Alors du coup, tu t'es dit... j'aimais bien revenu quand tu as fait ta rétrospective, tu t'es dit... Je me suis dit l'événementiel, mais à la fois, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Ouais. Mais j'avais envie d'autre chose, c'est-à-dire que je voulais plus me tourner vers du B2C à la base, et particulièrement tout ce qui était organisation de mariage. Ah. Alors bon, à ce moment-là, je ne suis pas mariée, donc j'ai 24 ans, on va dire. Mes amis à ce moment-là ne sont pas encore mariés non plus, donc j'ai très peu d'expérience, hormis dans la restauration où j'avais fait beaucoup de services pour des événements comme cela. Mais au-delà de ça, alors on va dire que quand on est dans le service pour des événements de mariage, on a déjà un aperçu de ce que ça peut être. Oui. Mais c'est pas la même chose que d'organiser réellement le mariage et d'être en communication avec les futurs mariés, les parents des futurs mariés, les amis, les témoins, et puis bon, tout l'écosystème qui va autour, et les prestataires, etc. etc. Ouais. Donc, disons que là, à ce moment-là, j'ai tout un cheminement dans ma tête pour trouver comment faire pour pouvoir faire ça. Donc, je vois qu'il y a des formations qui se vendent en ligne. Je me dis, pourquoi pas, ça ne coûtait pas trop cher, donc je m'achète cette formation en ligne, je la suis. Ouais. Et puis, je me dis, OK, ça ne va pas être si simple que ce que je pensais, justement, avec toute cette partie un peu plus psychologique, relationnel humain qu'il va falloir gérer. Et puis, quelque part, j'ai que 24 ans. Donc, c'est pas forcément légitime pour... Voilà. Ouais. Donc, je me suis dit, pour pouvoir être plus légitime que d'avoir juste une formation faite en ligne, ça serait bien que finalement, je puisse avoir un diplôme qui permettent de certifier que j'ai fait quelque chose qui tienne un peu plus la route. Oui. Voilà, on a aussi je viens aussi d'une éducation et en France où parfois les diplômes ont beaucoup de valeur. Oui. Alors qu'aujourd'hui, je te dirais que ce n'est pas forcément ça qui compte le plus. Mais à ce moment-là, voilà, c'était ça. Ouais. Et puis je me dis, cool, j'ai trouvé dans quoi je veux faire mon master, ma 5e année. Donc là, je cherche quelle fac, quelles écoles proposent quelque chose dans l'événementiel. Ouais. Parce que l'événementiel pour les mariages, donc ce qu'on appelle wedding planner, il n'y avait pas de formation à ce moment-là qui existait réellement. D'accord. Officielle, fédérale. Non. Enfin. Et donc, je trouve des écoles de commerce qui permettent d'avoir ce diplôme. Et puis, tu regardes les conditions d'admission, parce que les écoles, tu ne rentres pas comme ça dedans. Oui, c'est pas parce que tu veux y aller que... C'est ça, surtout pour juste une 5e année. Donc, il faut avoir déjà un certain niveau, un autre diplôme. Ouais. Bon, ça, je l'avais, puisque j'avais déjà mon Master 1. Il fallait, bien sûr, avoir le bac, ça, c'était OK. Il fallait parler anglais. Ah, on y revient. On y revient. Et à celle-là, c'était OK aussi? Non, c'était toujours pas OK. Hein. Parce que est-ce que tu parles anglais aujourd'hui? Oui. We can do the podcast in English. We can. We can, OK. Merci. Mais, ouais. Donc, il y avait l'anglais que j'avais pas. Et puis, en moyenne, une année de master, ça coûte entre 10 et 15 000 euros. Okay. Et je ne les avais pas non plus. Donc, je me dis, bon, OK, j'aurais pu me dire, laisse tomber. Ouais. Puis, je me suis plutôt dit, comment tu vas faire pour pouvoir avoir ce qui te manque? Et en fait, c'était un peu l'époque où il y avait plein de vidéos qui tournaient aussi sur les visas vacances-travail à l'étranger. Mm-hmm. Et là, du coup, je pars en Australie. OK.
Donc, dans le but d'apprendre l'anglais. Exactement. Disons que plutôt pour mon anniversaire, on m'offre mon visa. Voilà, parce que des fois, on en parle, mais il faut une impulsion. Des fois, ça tient à une personne. Oui. Et ça a été le cas. C'est un proche qui te fait un cadeau en disant... Exactement. Ok, super. Donc, c'est parti. Du coup, pendant 1 an, tu vas être sur le territoire. Ouais. Et puis, voilà, j'arrive en Australie. Ouais. Et puis, je comprends vraiment pas grand-chose de ce qu'on me dit. Donc là, je vois que mon niveau d'anglais, il était bien à la couleur rouge de ma prof. C'était justifié, quoi. Ah ouais, c'était justifié, ouais. J'ai été à des années-lumière de comprendre beaucoup de choses. Mais là, tu sais, c'est bizarre, mais ces choses qu'on nous fait apprendre par cœur, ces verbes irréguliers, etc. Ouais. Puis d'un seul coup, tu revois le tableau que tu apprenais par cœur qui revient. Puis tu te dis, attends, c'est quoi le participe passé? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Et puis, puis finalement, bref. Donc, j'y suis 1 an. Je travaille sur 12 mois que j'étais là-bas. Je travaille pendant 10 mois et demi. Donc, pour ton MBA ou rien à voir? Rien à voir parce que je pars là-bas, donc visa vacances-travail, c'est-à-dire que tu es amené à pouvoir travailler dans des fermes, en restauration, dans certains types de jobs. D'accord, c'était pas lié à ton master, quoi. Non, rien du tout. D'accord. Là, l'objectif, c'était... Anglais. Apprendre l'anglais, gagner de l'argent, pour pouvoir payer et puis pour pouvoir postuler dans une école. Parce que pour l'instant, je ne suis pas prise. Ouais. Ok. Donc, une année en Australie, quoi. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et puis, donc, j'ai travaillé dans plein de trucs. Et in fine, je passe des entretiens à distance. Ok. Où, du coup, je suis acceptée dans 2 écoles. D'accord. Et puis, donc, je me dis, super. J'arrive à mettre à peu près la somme qu'il me fallait pour pouvoir payer l'année. Et puis, je me rajoute un petit critère supplémentaire. C'est que je décide de choisir une école où il y a classe internationale de dispenser. Parce que je préfère être avec des gens qui viennent du monde entier que juste avec des Français. Ok. Et ça, tu sais pourquoi tu as fait ce choix-là? Ouais, tu peux nous l'expliquer? Oui, bien sûr. Sans méchanceté, sans rien, mais avec le recul et puis aussi quand on voyage, on rencontre plein de monde, on découvre de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre, des fonctionnements différents de pays. Ouais. Et puis, on apprécie plus certaines choses de son propre pays ou on peut être un poil plus critique de d'autres choses. Je vois ce que tu dis, ouais. Et puis quand tu n'es pas là, je postais pas mal de photos aussi à travers Facebook. À ce moment-là, c'était pour garder un lien avec la famille, qui voit ce que je faisais, etc. Et puis, tu as ceux qui te disent « c'est cool, merci, tu nous fais voyager, et puis comment ça se passe ?» Et puis, tu as ceux qui disent « Ah, mais tu as de la chance. » Ouais. Les haters. Alors, je dirais pas à ce point-là, mais par contre, ça pique un peu parce que, vu de l'extérieur, tu vois que des photos à un instant T, mais tu ne sais pas le parcours de la personne. C'est ça. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait pour en arriver là. C'est clairement ce qui justifie ce podcast. C'est justement, on voit le résultat de la personne, comme un footballeur qui marque un but ou un basketteur. On ne voit pas toutes les années d'entraînement qu'il y a eu avant, tous les labeurs qu'il a eu. Et effectivement, c'est un peu réducteur, quoi. On voit une photo sur une plage en Australie. Ah, t'as de la chance. Ouais. Mais tu l'as créé, cette chance. C'est ça. C'est pas arrivé, c'est pas la fille clochette qui est arrivée sur ton berceau puis qui t'a dit va en Australie. Clairement. Okay. Pour payer ton billet d'avion déjà, voilà. Puis quand tu arrives là-bas, trouver un job, c'était à des années-lumière de ce que je m'imaginais. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile que ça et ça a été galère. Okay. Vraiment, au début, ça a été très dur. Donc du coup, ce fait de tenir les gens au courant par rapport aux réseaux sociaux en postant vidéos, photos pour montrer où tu es, ça a été le côté positif, c'est qu'ils pouvaient te suivre et voilà, qui étaient contents pour toi. Puis il y a eu ceux qui sont manifestés du mauvais côté en disant t'as de la chance, sans connaître effectivement tout ce que tu avais mis en place pour y arriver, quoi. Disons que quelque part, ça révèle la nature de certaines personnes. Si je dois faire une comparaison avec quelque chose qu'on a tous vécu il n'y a pas si longtemps que ça, au moment du Covid, où en fonction des choix de certains ou de d'autres, il y a eu des réactions qui étaient quand même violentes, quoi. Et franchement, et finalement, alors c'est différent, mais ça fait le tri. Quand il y a certains événements, ça révèle des caractères. Non, ça fait clairement le tri, ce genre de choses. Donc, du coup, tu continues ton année là-bas, tu réunis ce qu'il faut pour pouvoir faire ton master. Donc, tu as l'anglais, tu as la somme d'argent.
tu as deux possibilités de choix au niveau de l'école. Et comment tu fais justement pour choisir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse plus? Oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, j'avais le choix entre une école qui était à La Rochelle, qui était cool. Puis tu te dis, bon, allez, c'est à côté de l'océan, c'est sympa. Voilà. Et puis, je connaissais pas non plus La Rochelle. Les deux avaient la classe comme internationale. Les deux. Et puis l'autre, vers Chambéry. Ouais. Donc, du coup, plus montagne, là, pour le coup. Et puis, je connaissais pas trop ce secteur géographique non plus, en soi. Donc, dans tous les cas, j'allais aller quelque part où je connaissais pas. Découverte. Et puis, c'est vrai que mon cœur balançait plus côté La Rochelle. Donc, je contacte l'école et je dis, bon, bah voilà, par contre, bien classe internationale. Ouais. Ils me disent, ouais, bah, pas de souci. Par contre, la classe internationale, elle est dispensée uniquement à Paris. Ah. Et là, je fais, OK. Et en fait, Paris, ça peut être un super tremplin pour plein de personnes, et notamment dans ce milieu-là, pour évoluer. Ouais. Moi, j'ai eu mon expérience à Paris. C'était pas un environnement où j'aimais vivre, au-delà de l'aspect travail. Et j'avais pas envie de ça dans ma vie. Donc, le choix s'est fait naturellement. Hein. Je suis allée à Chambéry. Et puis, de Chambéry, du coup, ça me rapprochait aussi un peu de ma famille. D'accord. Et donc, ce qui était pour le grand bonheur de mes parents, parce qu'après plus d'un an où j'étais pas là, et puis finalement, même avant, quand tu es à 900 km de chez toi, tu es encore loin. Puis avant, j'étais à 13 000, donc voilà. Donc finalement, quand tu n'es plus qu'à 2-3 heures de route, c'est apprécié. Ça paraît pas loin, quoi. Ça paraît moins loin. Ah non, t'as l'impression que c'est porte à côté. Donc, pour le bonheur de tes parents, tu t'es rapproché. Donc Chambéry, aussi. Pour ton master. C'est ça. Et puis là, du coup, nickel. Ça s'est super bien passé. Donc, j'ai pu faire mon master en tout ce qui était management événementiel et aussi tout ce qui était le marketing de luxe. Ouais. Et voilà, donc c'était hyper intéressant. Et puis de là, j'ai eu une opportunité de rentrer dans un stage dans une agence événementielle. D'accord. À Carouge. Ah. Et c'est comme ça que je suis arrivée en Suisse. Exactement. C'était pas du tout prévu, puisque la Suisse, je n'avais même jamais envisagé. Je pensais partir dans un pays anglophone. Très bien. Donc du coup, tu te retrouves ici à Carouge pour ton stage. Et je me retrouve ici à Carouge, ouais. Comment ça se passe? Alors, je comprends très vite qu'il va falloir être opérationnel, parce que c'est une agence qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été quelque part très formatrice, parce qu'en fait, oui, tu étais stagiaire, mais tu occupais un vrai poste. Ouais. Parce qu'il n'y avait que des stagiaires dans l'agence. D'accord, je vois le profil. Voilà. et puis, quand même, certaines difficultés dès le départ, parce que je me rends compte dès la fin du premier mois que je suis payée moitié moins que les autres, sans aucune raison. Les autres stagiaires, hein, parce que les autres stagiaires, parce qu'il y a des stagiaires. Donc on discute beaucoup entre nous, et puis c'est là que je me dis, ah tiens, mais pourquoi? Donc, avant de crier quoi que ce soit, je demande un entretien à mes directeurs, et puis je demande pourquoi. Et il n'y avait rien qui tenait debout, quoi. D'accord. Ils ne sont pas réussi à justifier un truc... On n'avait pas soi-disant les mêmes conventions de stage. Sauf que quand tu n'as que des stagiaires qui viennent de France et qui sont dans des écoles supérieures, on a tous la même législation, si on veut. Donc, il n'y avait rien qui tenait la route. Et puis, le mois d'après, ils m'ont mis au même salaire que les autres. Mais bon, le mois passé était passé, quoi. Perdu, ok. Donc, tu as quand même réagi, tu as quand même bien fait de réagir, justement. Oui. Et puis pas sous le fait de l'émotion, en se disant on veut m'avoir, mais tu as pris le moment de réfléchir et puis après demander un entretien, quoi. De toute façon, passer l'émotionnel. Moi, je voulais continuer. Oui, ça m'a touchée, mais en même temps, ça m'a servi de leçon, dans le sens où la seule chose que j'ai pu identifier qui a fait qu'il y avait peut-être cette différence avec les autres, c'est que pendant l'entretien de postulation, j'avais pas posé de questions vis-à-vis de la rémunération. Ok. Donc rémunération. Rémunération. Donc c'est eux qui ont choisi, en fait, à combien ils allaient te payer le mois, quoi. Bref, donc, même s'il y a des grilles, il y a des standards, il y a effectivement, comme tu dis, il y a une loi derrière. C'est vrai qu'à ce moment-là, en tout cas en Suisse, il n'y avait pas d'obligation de rémunération pour les stagiaires. Alors, je ne sais pas comment ça se passe avec les stagiaires français, quoi. Mais En France, on a un barème qui est, où tu dois tant par mois. Exactement. En Suisse, à ce moment-là, quand je m'étais renseignée, c'était au bon vouloir de l'entreprise. Mais à partir du moment où, en fait, tu n'as que des stagiaires qui ont à peu près le même niveau, et puis, même si ça ne tient pas toujours qu'au diplôme, c'est vrai que j'étais la plus diplômée de toute l'agence.
en France, ça compte par rapport au diplôme. Mais bon, là, je me dis, OK, c'est pas le même pays, c'est pas le même fonctionnement. Ouais. Admettons. Mais ça, voilà. Mais ça apprend que y a des questions qu'il faut poser. Il ne faut pas oublier la rémunération. Non. OK, donc là, tu continues dans cette agence oui. Ton stage, tu fais ton master? Alors oui, j'ai mon master, je fais mon mémoire. Donc c'est une agence spécialisée en B2B. Ouais. Donc finalement, c'est pas le secteur que je voulais, mais je voyais ça vraiment comme une première expérience. Ouais. Et puis ouais, donc du coup, j'apprends beaucoup de choses, mais je me rends compte des limites aussi, en tout cas de cette structure qui n'était pas très grande, dans le sens où la partie un peu plus fun, la créativité, a été remise à une agence de com pour le coup. Okay. Donc nous, finalement, on était plus là pour de la logistique, de l'opérationnel. Okay. Et donc c'est moins sexy pour toi, quoi. Et en fait, j'avais l'impression d'être plus une agence de voyage. Ouais. Où tu bookes des salles, tu bookes des cars, tu bookes des activités, tu veilles à ce que tout se passe bien. Et c'est de la logistique, quoi. C'est pas le marketing, effectivement. Ouais, voilà. Ouais. Et puis, t'as pas ce relationnel que je cherchais. OK. Parce que oui, tu vas rencontrer quelquefois les clients, mais c'est vraiment la directrice qui s'occupe de cette partie-là. Et puis nous, on est les petites mains finalement qui gérons tout le reste, quoi. Ouais. Donc tu trimes, tu comptes pas tes heures. Et voilà, en gros, tu touches même pas l'équivalent d'un 20% et puis tu fais, je sais pas, 80 heures par semaine. OK. Ouais, c'est un peu malheureusement ce qui se passe quand tu es en stage, quoi. C'est que tu es sous-payé, ça t'apprend la vie. Ouais, c'est ça. Encore une fois, ça t'apprend. Encore une fois, ouais. Je sais pas si c'est juste ou pas. Après, chacun sa morale et ses valeurs, tu vois. Non, je pense que t'as pas besoin de ça pour apprendre. Y a d'autres manières de faire les choses, mais bon, en tout cas, c'était sur mon parcours. Et voilà. Donc du coup, tu fais quoi? Tu continues après dans cette agence-là ou tu... Non, parce que à force d'être lessivé, de ne pas avoir d'écoute. Le management aussi est important. Oui. Voilà, donc là, il y avait des manquements. Ouais. Bon, à un moment donné, moins plus moins, ça fait pas plus, quoi. Donc, non, je finis plutôt en mauvais état. Merci. Je t'en prie. Je finis plutôt en mauvais état dans le sens où je le sais pas et je ne sais pas que ça existe vraiment, mais je pense que je suis finalement pas très loin du burn-out. Ok. Et parce que quand aujourd'hui on en parle, si tu pleures en allant au boulot et en rentrant, que tu as une hyper émotivité, que tu perds du poids parce que tu te nourris plus, etc., ce sont quand même des signes. Des signes, il faut les interpréter. Voilà. Et bon, quand tu coches toutes les cases, qui est quoi. Tu as frôlé du fait de la suractivité, du manque de reconnaissance, du leadership qui n'était pas forcément en place, c'est ça. Management et tout ça. Tu arrives au bout d'un truc et tu sens ces phases arriver au niveau du mental et psychologique et tout ça. Okay. Je sens que je suis au fond du seau. Comment tu réagis à ça là? Je tire la sonnette d'alarme. Je demande un entretien. Ok. Et puis on refuse de me le donner. Ok. Intéressant. Donc on laisse... Prétexte ou... Non, pas le temps. D'accord. Pas le temps. On est dans le feu des événements parce que tu mets sur chaque saison, on va dire que tu as 2 saisons dans l'année. Ouais. Tu as l'été, tu as l'hiver. Et puis pour l'été, du coup, tu as tous les mois... En gros, les événements commencent entre mai, juin, puis ça va jusqu'à fin juillet pour l'essentiel. Et en fait, dans le feu, y a des jours où tu as plusieurs événements le même jour. Ouais. Donc, tout le monde est sur tous les fronts. Ouais. Je veux bien. Mais quand tu sens que ça commence à plus aller, que tu as besoin d'aide. Et puis, de base, tu es stagiaire quand même. Tu vois, tu étais là pour être formé, encadré. Et là, on me dit non. Ok. Et... Donc, du coup, comment tu réagis à ça? Je continue à travailler parce que je lâche pas. Ça, c'est par rapport à tes valeurs, ce que tu as reçu. Enfin, c'est ça. Je pense que jamais malade, largement d'autres personnes se seraient mis en arrêt bien avant. Ouais. J'ai jamais été en arrêt. Ouais. Et pourtant, à la fin, je dormais 2 heures par nuit. Donc, la fatigue, elle était là. Ouais. Peu importe. En tout cas... Donc, tu pousses. Je pousse. Je finis par avoir l'entretien après tout ça. La grosse période, quand j'arrive déjà à la fin. Et puis, en fait, au lieu de rentrer dans une discussion constructive ou quoi que ce soit, je
je m'en prends plein la tête. D'accord. Et je m'en prends plein la tête. Et puis là, j'ai plus les forces de résister à quoi que ce soit, donc je m'effondre. Ouais. Et donc, l'associé me propose quelques jours après de rester. Ouais. Et parce que, d'un point de vue chiffre, quand il y avait des... ouais, c'est ça. Donc, il y a des fois, tu as des projets qui étaient en déficit et puis finalement, tu le rends avec du plus. Bon, chacun voit son intérêt où il est. Oui, bah oui. Donc, du coup, il veut te garder un peu plus. Il veut me garder et puis je lui dis merci, mais je préfère être au chômage. Ok. Et je pars. D'accord. Comme ça, tu je pars. démissionnes. De toute façon, c'est la fin. Ouais. On n'a plus rien à se devoir. Par contre, c'est vrai que là, ça me met un stop complet. Et puis, ça ne me donne plus du tout envie d'être ni dans la com, ni le marketing, ni rien. En fait, je suis dégoûtée, donc je fais un rejet complet de tout. D'accord. Et est-ce que tu accuses quand même le coup? Est-ce que tu rentres dans cet état un peu de burn-out ou pas du tout? Non. Déjà, j'en ai pas conscience que ça existe. Donc tu pleures, t'es hypersensible, machin, mais... Ça a duré des mois comme ça. Ok. Pour toi, c'était du fait de la surcharge de travail? Ouais, pour moi, j'étais fatiguée. Ok. C'est tout. Et puis c'est tout, puis j'avance. Ok. Et donc tu as quitté cet emploi, donc... ça s'arrête. Ok. Tu te mets un peu en chômage? Je suis un peu au chômage, donc je me dis ok. Et là, quelque part, tu remets tout sur la table. Je me dis, mais je vais faire quoi de ma vie, en fait? Ouais. Tu sais plus. Là, tu sais plus. Ok. Et du coup, je cherche. Non, parce que, je suis entourée, j'ai des gens qui m'aiment autour, mais au fond, tu te sens seule quand même. Ok. Donc, je postule à tout et n'importe quoi, et puis je me dis, on verra bien là où ça résonne. Ouais. Et puis c'est ce que je fais, et au final. Je reste dans une zone qui est frontalière. À ce moment-là, j'habite encore en France. Okay. Et puis, je suis recrutée par une agence de courtage en assurance et finance. Ouais. Donc, assurance et finance, on repart à zéro parce que zéro base, zéro connaissance. Et puis, en plus, zone frontalière. Donc, il faut que tu apprennes les systèmes et de la France et de la Suisse. Ouais. Oui, ça... Donc, c'est le côté positif, c'est que je repars encore à zéro. D'accord. Loin de tous les diplômes que j'ai pu passer, de toutes les filières que je peux connaître. Et puis c'est vrai que j'apprends pas mal de choses, il faut le reconnaître, dans le sens où, là, je prends vraiment conscience que je connais rien. Je connais pas la Suisse, mais je connais pas la France non plus. D'accord. Donc, je connais pas vraiment comment fonctionnent les systèmes de retraite, les systèmes de maladie, l'épargne, les placements, l'investissement, la défiscalisation, tout. Ouais. Et là, tu te dis, c'est dingue, parce que des choses qui sont utiles, pourquoi on ne les enseigne pas à l'école? Ça, c'est une autre question. Ça. On refera un podcast là-dessus, mais effectivement, c'est pas forcément adapté. On a la réponse, c'est pour faire des employés, mais c'est pour que tu suives des horaires, tu te lèves à telle heure, tu lèves la main pour parler, que tu réfléchisses pas trop. Donc, dans un cadre. Voilà, tu es dans un cadre. Donc, c'est vraiment pour l'école, je pense aussi, pour aller être un bon employé plutôt qu'un entrepreneur. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, du coup, tu fais quoi? Tu as une formation interne dans l'assurance? Alors, ou tu dois te débrouiller avec des livres ou des choses comme ça? Non, on a une formation qui est donnée en continu en interne de l'entreprise. Ouais. Donc, tu as un jour par semaine où on te forme. Et puis, plus, tu as toujours quelqu'un à disposition pour t'aider, etc. Donc, c'est ce que je fais. Je me forme. Ouais. Et puis ça reste une structure qui est très courante aussi dans des zones frontalières où tu es pris, mais parce qu'il y a peu de risques pour l'entreprise qui t'embauche, dans le sens où tu es uniquement à la commission. Ok, il n'y a pas de fixe ou quoi que ce soit. Pas rien. Ok. Ouais, donc si tu n'as pas de rendement, tu gagnes rien. C'est ça. Au bout de 2 mois, tu arrêtes. Donc, c'était compliqué parce que moi, j'étais dans un réseau... dans une zone géographique où je connaissais personne. Ouais. Donc, l'objectif de ces agences-là, c'est quand même d'aller puiser dans tes ressources. Ouais. Et puis, une fois que tu as fait le tour de ton réseau et que tu as épuisé un peu tout ce que tu pouvais, souvent, tu craques. C'est ça. C'est tout. D'accord. Donc, du coup, tu passes à autre chose ou tu persistes quand même dans ce domaine-là? Alors, je persiste pendant 1 année. Ok. Et puis, quand tu fais les calculs à la fin, tu te dis, t'as gagné rien en fait, parce que tu as perdu plus d'argent que tu en as gagné. Okay. Parce qu'il y a des décommissions aussi, si des contrats s'arrêtent, etc. Oui, donc, il faut que tu rendes les coms. Voilà. Et alors, ce que ça m'a appris, parce que j'essaie toujours de voir ce que ça m'a appris dans l'histoire. Oui, c'est important.
quand tu es dans le dur, tu dois aller faire du démarchage à froid, tu dois trouver des clients, tu sais même pas comment. Et puis tu apprends toute une structure. En fait, tu apprends ce qu'est la vente. Ouais. Parce que finalement, dans mes études, on t'apprend à faire des concepts et des stratégies, mais c'est bien de les avoir. Commercial. Ouais. Et comment tu les vends, tes concepts? C'est ça. Ça, tu l'apprends sur le terrain, souvent. Donc, une formation de plus, Exactement. Une corde à ton arc. Quoi. C'est ça. Donc, in fine, ça m'a servi surtout à ça. Et puis, de m'ouvrir les yeux sur le fait que il va falloir sacrément bosser d'une manière ou d'une autre pour préparer tes vieux jours. Parce que je savais, j'entendais suffisamment qu'on n'aurait pas de retraite, mais, mais là, c'est clairement avoir conscience que si tu veux quelque chose plus tard, c'est à toi de te le construire, et au plus tôt tu t'y prends, et mieux c'est. Ça, justement, normalement, dans les assurances, ils t'expliquent un peu le côté deuxième pilier, troisième pilier. Exactement, c'est ça. Ok, donc du fait de ce burn-out, enfin, cet arrêt auprès de cette agence, entre guillemets, événementielle, tu te mets dans l'assurance, et là, tu apprends une nouvelle chose, en fait. Donc, tu vois ce côté positif en disant, mais j'avais pas cette corde-là. Donc, du coup, tu as le côté marketing que oh là, il est de côté. Tu l'as mis de côté, mais par contre, tu l'as acquéri quand même. Ah oui. Tu l'as acquis au fur et à mesure des expériences. Des expériences, excuse-moi, ouais. Et là, du coup, tu as un apprentissage de plus. Oui. Et alors, est-ce que ça t'amène au déclic ou pas du tout d'entreprendre, ou on en est encore loin? On n'en est pas si loin que ça, mais pas tout de suite. Et non, à ce moment-là, je suis encore dans ce système très salarié. Où je me dis, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'un patron. Ça t'a pas frôlé l'esprit de te dire... Je sais qu'un jour, j'aimerais avoir quelque chose, mais pour l'instant, c'est une pensée qui est lointaine. Pourtant, à ce moment-là, j'ai déjà 27 ans. Et de l'expérience. J'ai pas mal d'expérience, j'ai pas mal bougé aussi, finalement. J'ai vu plein de choses. Mais bon, vu que c'est comme si je repartais toujours à zéro sur des nouvelles choses. Je pense que tu as quand même un passé qui fait que tu as quand même des expériences. Mais finalement, j'acquiers toujours des choses supplémentaires. C'est supplémentaire, c'est ça. C'est ça. C'est que tu cumules, en fait, plutôt que de repartir à zéro, tu cumules des expériences et des formations. Et puis, du coup, à ce moment-là, à la fin de cette année, j'ai un ras-le-bol complet de tout. Enfin, je pense qu'il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, où tu as l'impression qu'au lieu de rebondir, tu t'enlises. D'accord. Parce que je passe d'un truc où j'étais très très mal payée, il faut le dire, à quelque chose où en fait, j'arrive même pas à me dégager un salaire parce que je suis qu'à la com. C'est pas évident. Non. Et puis, je suis pas forcément fière de ce que je fais. Et puis, je suis pas faite pour ce... Il y a des gens qui peuvent être très très bien dans les assurances et à la finance. Moi, c'est vrai que c'était pas un métier où je m'épanouissais. Et je trouvais qu'il fallait vraiment être hyper carré pour faire les choses bien pour les gens. Et je pense que j'avais un côté peut-être trop humain dans ce milieu-là. Donc, je préfère tout quitter. Donc il y a tout qui s'aligne, quoi. Le ras-le-bol. Là, en fait, je pète les plombs, il n'y a pas d'autre terme. Ça fait partie de ce déclic aussi. Où j'ai pété les plombs, mais à un tel point où ça avait aussi abîmé mon couple. Parce que ça a impacté le privé. Ouais, disons que les personnes qu'on est, les boîtes qu'on monte, tout, c'est bien de parler du job, mais il y a aussi l'aspect humain et privé qui est important. Oui. Et voilà, donc autant j'avais quelqu'un à mes côtés qui m'avait accompagné toutes ces années. Et puis là, gros craquage complet, et puis je quitte tout en fait. Et la personne également. Donc je pars avec ma valise. Gros reset. Mais mes crédits étudiants que j'ai toujours pas remboursés, pas fini de rembourser. Et puis je pars à zéro. Avec un but ou en sachant? Alors là, non. Là, non. Là, je me retrouve à habiter chez une fille que je connais à peine depuis 15 jours. Et puis je me dis juste, il va falloir trouver des solutions. Et c'est hors de question, je vais pas rentrer chez mes parents. C'est hors de question. C'est genre, tu as décidé, j'ai pris la décision. À mon sens, à ce moment-là, j'avais tout foutu en l'air. D'accord. T'assumes. Donc, j'ai quand même la chance d'avoir cette personne qui m'ouvre sa porte et puis qui m'accueille chez elle. Et je cohabite donc dans un studio. À la base, pour 15 jours, j'y reste 4 mois. Je retravaille en restauration parce qu'il faut rebondir. Donc, c'est avec le nombre d'expériences que j'avais derrière, j'arrive à trouver.
J'enchaîne, je suis claquée au possible, mais je sais que c'est juste le laps de temps que je trouve autre chose, mais il ne faut pas s'enliser à nouveau là-dedans. Ok, donc tu conscientises ça, quoi. C'est ça, parce que tu as des gens qui... Tu ne veux pas te laisser dériver, victimiser, tout le monde m'en veut. Okay. Tu as des gens qui, clairement, se mettent dans... Parce que là, j'étais dans 4 agences d'intérim en même temps. Ouais. Et puis, il y en a qui tournent qu'avec ça, et ça leur convient. Ouais. Pour moi, ce n'était pas une vie. C'était de la survie. Ouais. J'étais vraiment dans un mode survie. Okay. Et donc, là, je croise la route de quelqu'un que j'avais connu 1 an plus tôt, 1 ou 2 ans plus tôt. Ouais. Et puis qui me dit, ah bah, dans ma boîte, on cherche des gens. Ok. Je dis, ok. Je dis, mais pour faire quoi? Il me dit, c'est du marketing digital. Je me dis, marketing digital. Ouais, j'avais un peu peur de retomber dans les travers du truc, quoi. Ouais. Et puis je me dis, de toute façon, t'as plus rien à perdre. T'as plus rien. Oui, bon constat, quoi. Donc du coup, je dis, ok, je vais passer les entretiens. Et puis, in fine, je suis prise. Okay. Et là, j'intègre une équipe sur le canton de Genève pour être conseillère à la clientèle de solutions de marketing digital. Et je dis OK. Et en fait, j'intègre une grosse structure qui est au plan national. Et puis là, qui est bien encadrée, qui a une formation, etc. Donc, finalement, je me rends compte que ce que j'ai appris dans la boîte d'assurance et finance, la partie vente, je suis passée par presque le plus dur avant parce que je n'avais rien. Ouais. J'étais dans le dur absolu. Et puis là, tu arrives, on te donne quand même un portefeuille client. Mm-hmm. On te suit. Enfin voilà, c'est bien encadré, c'est bien structuré. Tu as une garantie de salaire si jamais tu n'as rien qui rentre. Ouais. Tu peux souffler. Ouais, ça t'a permis de repartir, quoi. Et puis de là, j'ai aussi eu la chance dans l'histoire d'avoir mon manager, celui qui est devenu mon chef d'équipe, qui m'a prise dans son équipe, alors qu'à ce moment-là, ce qui m'a été communiqué, c'est qu'il avait besoin de personne. Ok. Donc il a, on va dire, mis une chaise là où il y avait besoin de... Et puis il n'y a pas de place, quoi. Ouais. L'équipe était complète. Ouais. Et puis du coup, je suis restée 5 ans dans l'entreprise. Ok. Et je suis passée de conseillère à adjointe et j'ai terminé chef de vente. Très bien. Au départ de mon chef. Ouais. Et puis, ça a été une sacrée école. J'ai énormément appris. C'était hyper... il y a un côté qui était hyper inspirant, hyper enrichissant parce que... Donc, l'objectif, c'était de mettre à disposition des solutions digitales pour des entreprises. Sur le canton de Genève. Donc là, je rentre clairement dans le tissu économique suisse, des PME, et je découvre plein de métiers, je rencontre plein de personnes. C'est pas toujours facile, mais à la fois, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et c'est ce que j'aime. J'aime le changement. D'accord. Et dans le changement, finalement, je m'épanouis. J'ai une belle équipe. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Après, le temps passant, il y a des choses qui finalement me correspondent moins, mais bon, ça, on s'en rend compte avec les années. Ouais, tu fais la balance, quoi. C'est ça. Et comment tu arrives au fait alors d'entreprendre, de créer ton entreprise? Qu'est-ce qui se passe pour que tu aies ce déclic-là? Alors, au fur et à mesure du temps, y a justement des éléments qui me conviennent de moins en moins. Ouais. Ça reste une grande entreprise qui fait de la quantité. Ouais. Et parfois un petit peu, à mon sens, au détriment de la qualité et du relationnel. Okay. Et ça joue pas avec mes valeurs. D'accord. Donc, je reste, je force, je vais un peu contre moi-même, mais il y a des choses qui jouent pas. Et puis, à un moment donné, 1 an et demi à peu près avant que je quitte, il y a un changement de direction. D'accord. Mon chef part, mon directeur de région part, et des fois, ça tient à une personne. C'est-à-dire qu'en fonction des aptitudes de management de la hiérarchie, soit tu vis ta meilleure vie, soit c'est ton pire cauchemar. Clairement, ouais. Et là, l'humain est encore important. Ouais. Et puis là, au premier abord, j'avais l'impression d'être quand même soutenue. Et finalement, ça a été une descente aux enfers. Ok. Clairement. Et je me suis dit, non. Et puis, dans cette entreprise, j'avais rencontré la personne qui est devenue mon futur associé. Ok. Avec qui on est très différents. D'accord.
mais on est hyper complémentaires. Et c'est une vraie force. Alors, comme vous l'aurez constaté, on a changé d'habit, de vêtements, parce qu'il y a une coupure d'électricité dans tout l'immeuble, donc on a dû reporter le podcast. Donc voilà, c'est la suite et fin du podcast avec Laetitia. Donc rebonjour Laetitia. Rebonjour Dylan. Ouais. Alors explique-nous comment tu as rencontré ton associé, ton actuel. Oui, donc mon associé Arthur, je l'ai rencontré dans l'ancienne entreprise où je travaillais. Ouais. On n'était pas dans la même zone géographique, donc on s'est rencontrés dans un voyage d'entreprise. Ouais. Et puis là, je découvre vraiment quelqu'un avec qui je suis très alignée sur des valeurs importantes. Ok. Et puis, au détour d'une conversation, il me pose une question plutôt qui me dérange parce qu'en fait, au fond de moi, il y avait des choses qui commençaient à plus être vraiment alignées entre la boîte où je me trouvais et qui je suis, en fait. Et là, il me demande tout simplement, dans 3 ou 5 ans... Comme ça, cash. Ouais, tu t'imagines. Tu feras quoi? Ok. Quelle fut ta réponse? Ça cogite et puis ça dérange. Donc ça dérange, c'est pas pour rien. Oui. J'avais pas de réponse concrète à ce moment-là, mais par contre, ce que j'étais capable de lui dire, c'est que je savais que je ne serais plus là et que j'aurais ma propre entreprise. Ok. Ça, tu lui as répondu c'est ce que je lui ai répondu à ce moment-là. D'accord. Et puis, bon, la suite a pris son... Enfin, on a continué notre vie, l'entreprise. Enfin, voilà, en fait, tu continues. En fait, tu repars de plus belle dans ton job, dans tes fonctions. Et puis, on s'est revus une année plus tard. Un autre voyage d'entreprise. Et puis, du coup, au milieu de la conversation, il me dit et alors, ton projet, ça en est où? Je dis ça n'a pas avancé. Rien du tout, parce que tu repars à fond dans ton quotidien. Et puis, ton projet, ça reste une idée en tête. C'est ça. C'est plus un rêve que quelque chose que tu imagines d'atteignable, en fait. Ok. Et puis là, il me dit ok, j'ai peut-être quelque chose à te proposer. Ok. Je dis ok. Puis là, il me dit et si on montait une boîte tous les deux? D'accord. Donc lui, il avait mûri l'idée de. Exactement. Ok. Et puis là, voilà, tu es en fonction, tu as quand même réussi à atteindre certains objectifs que tu t'es fixés, une indépendance financière, de pouvoir rembourser les crédits étudiants, voilà. T'arrivais aussi au bout d'un truc, quoi. Mais j'arrivais au bout d'un cycle. Ouais. Et puis je lui dis ok, mais quoi? Et puis, voilà, il me propose de monter de base une agence de communication. Donc, comme on était en poste, c'était pas quelque chose qui était imaginable à l'instant T. Ouais. Mais du coup, ça permettait de laisser mûrir le projet pour savoir comment on avait envie de faire. Et puis, quelles seraient les cibles, quels seraient les services. Parce qu'on ne se lance pas comme ça du jour au lendemain. Clairement. Vaut mieux se laisser un peu de temps. Okay. Parce que aujourd'hui, tout ce qui est communication, marketing, il y a beaucoup sur le marché. Et il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui connaissent vraiment ce métier. Ouais. Et il y en a plein qui, en fait, non. Mais, donc, vous laissez le temps de la réflexion? Donc, on se laisse le temps. Vous dites, voilà, dans 3 mois, 6 mois ou 3 jours, on se refait un point ou comment ça s'organise en termes de réflexion? En fait, on se met à se voir assez régulièrement. D'accord. Pas toutes les semaines, mais bien plus régulièrement. Vous parlez à chaque fois de... Sachant qu'en plus, on n'était pas à côté géographiquement parce qu'on avait facilement 2 heures de route entre deux. Donc voilà, c'est ce qui permet aussi de lier un peu plus de liens d'amitié. Ouais. Et puis de l'autre côté, on continuait à toujours travailler dans l'entreprise. Puis quand tu as quelque chose qui te convient pas, ça va pas forcément en s'améliorant. Et là, il y avait des changements aussi de direction qui ont fait que finalement... c'est aller plutôt de mal en pis. Et puis, j'ai changé de fonction. J'ai eu l'opportunité de devenir responsable d'une équipe de 10 commerciaux. Et j'ai embrassé le rôle parce que c'était quelque chose que j'avais envie d'atteindre aussi. C'était quelque part... tu as envie de te prouver à toi-même que tu es capable de toujours... faire mieux, d'aller plus haut et d'acquérir de nouvelles compétences. Ouais. Le management, c'est loin d'être facile. Et au-delà d'être un manager, je pense que c'est compliqué parfois d'être un leader. Ouais. Soit tu l'as, soit tu l'as pas, soit tu l'apprends. Et puis, finalement, ça va beaucoup dépendre de ton environnement. Des gens qui sont autour de toi. Et des fois, ça tient à une personne. Soit ça peut être la plus belle des rencontres, soit ça peut être la plus grande des difficultés. Et pour faire court, parce que je parle beaucoup, comme tu le sais, j'ai mal terminé.
D'accord. C'est-à-dire que j'ai pas de problème à le dire, j'ai fait un burn-out. D'accord. Donc mon corps en fait a dit stop parce que ma tête elle ne veut jamais abandonner et moi non plus. On avait vu que tu étais un peu bornée parfois. Ouais. Et là vraiment le message est clair. Ah tu t'es effondré. Ouais, en fait quand ton corps ne répond plus, tu veux faire quoi? Donc là j'ai quand même forcé, je suis tombée une première fois. Okay. Je suis quand même retournée au boulot. Ouais. Et puis le management que j'avais n'était pas vraiment bienveillant. Donc en fait, au lieu de t'aider, on t'enfonce. Ok, donc plutôt axé sur le rendement que sur l'humain, on va dire. Voilà. Même pas moitié-moitié, c'était vraiment le truc. C'était plus rentable, merci, au revoir. On va te pousser à la sortie. En gros, c'était comment est-ce que tu veux qu'une équipe puisse te soutenir ou te considérer comme un vrai responsable, à partir du moment où en fait tu es en arrêt maladie, quoi. Ouais. Tu tombes. Ok, donc là je pense que voilà, tu ta décision était prise, je veux dire, au niveau de ce genre d'argument. Eh bien non. Gens... Non. Pas décidé de partir, quoi. En fait, comme je voulais pas abandonner. Ah oui, juste, par rapport à toi-même, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait malgré tout le projet à côté qui mûrissait. Qui commence à mûrir, Mais de l'autre côté, en fait, pour moi, j'avais pas pris la décision personnellement de partir. Et je voulais me battre et je voulais prouver à quel point ils pouvaient se tromper à mes responsables et même peut-être à des membres de mon équipe que j'étais capable d'y arriver et de les accompagner. Mais la réalité, c'est que j'avais besoin de m'accompagner moi-même à ce moment-là et je voulais pas le voir. D'accord. Donc voilà, la deuxième fois a été la dernière. Et puis là, tout simplement, on va dire que cette aventure s'est arrêtée. D'accord. Il a fallu du temps un peu pour s'en remettre. J'imagine, Donc... T'as pris ce temps vraiment pour toi ou tu as quand même continué à développer un petit peu dans le nouveau projet? Dans ton nouveau projet, oui. Okay. Oui, T'as pas vraiment breaké en disant, bon, allez, non. Je respire, je me fais du bien à moi, entre guillemets, physiquement, mentalement, non. T'as quand même continué de penser à ça, Parce que, en fait, quand tu t'arrêtes comme ça, tu quittes pas tout de suite l'entreprise. Oui. D'abord, tu es en arrêt maladie. Et cet arrêt maladie fait que tu es toujours un pied dans l'entreprise. Donc, tu continues d'avoir quand même des nouvelles. Ou en tout cas, psychologiquement, tu sais que tu fais toujours partie de la structure. Et j'étais tellement à fond dans cette entreprise que... en fait, je mangeais, je buvais, je dormais cette boîte. Et pas réussi à distancer malgré... Et non, et puis donc... Quand je me suis retrouvée en arrêt maladie, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur le futur. Ouais. Et puis, t'en arrives à un moment donné où tu te dis, mais t'as qu'une vie. Est-ce que souffrir, ça va faire en sorte que tu seras meilleur? Je crois pas. Et puis là, tu te dis, après tout, t'as ce projet qui est là, qui t'attend. Et puis, la personne avec qui tu vas monter ce projet, c'est une belle personne qui te comprend, qui connaît tes difficultés. Lui-même en a eu dans la même entreprise, à d'autres niveaux. Donc, du coup, à un moment donné, tu te dis, je crois qu'il va falloir accepter. Et l'acceptation, c'est peut-être ça qui est dur. Ouais. Et puis là, voilà. Donc, de toute façon, on a toujours continué à parler de ça, à monter le projet. Et, comment tu as mis point final avec cette entreprise qui te correspondait plus? À partir du moment où j'ai eu un rendez-vous ouais. Avec mes responsables. Et puis là, c'était un retour au poste, soit on partait. Et de toute façon, ils ne voulaient pas que je reste. Donc, en disant qu'on s'est mis d'accord. Tu ne rester remis ce côté jusqu'au boutiste, quoi. Non, en fait, tu avais réalisé qu'il fallait vraiment passer à autre chose. Quand rien qu'à l'idée d'y aller, sans même y être, rien qu'à l'idée d'y aller, d'y retourner. Tu n'endors plus, tu as mal au ventre, tu as envie de vomir, en fait. Tu te mets dans un mal-être total et tu te dis, tu n'y es même pas encore. Ouais. Donc ça, c'est quand même un vrai red flag pour te dire... ouais. Peut-être on va passer à autre chose, quoi. C'est ça. Donc du coup, tu as cet entretien où on te dit en gros, soit tu pars, soit tu pars. C'est un peu ça en résumé. Gros, voilà. Et du coup, alors ça se passe, tu t'arrêtes à ce moment-là, tu pars et tu commences directement... je signe le document. Ouais. Je rends mes affaires. Ouais. Je sais que voilà, tu as un laps de temps où tu fais encore partie de la boîte, mais tu n'es plus là. Ouais. Donc là, je me suis dit, OK, next. Et puis là, on a commencé à accélérer les choses pour vraiment pouvoir commencer à
proposer des services, etc. Ouais. Et puis bon, autant... ouais, c'était... Le début, il est un peu plus T'as enchaîné tumultueux. Ouais, oui. Vous n'aviez pas ni l'une ni toi n'avait une idée de structure administrative et tout ça, ou vous aviez quand même Non, alors pris ça, le temps de vous renseigner oui, là-dessus? disons D'accord, que ça, ouais. dès le départ, sur les questions administratives, Vous les étiez calé, structures, quoi. etc., Ouais. voilà, C'était on avait plus fait le plein de service recherches. que vous vouliez apporter, la valeur que vous vouliez apporter par rapport à C'est cette ça. communication, quoi. Ok. L'objectif, c'était pas de refaire la même chose que ce qu'on proposait dans l'ancienne boîte. Ouais. Et à la fois, il fallait aussi trouver sa différenciation par rapport aux autres acteurs sur le marché. Ouais. Et tout ça en étant aligné avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec nos expériences, nos domaines de compétences. Ouais. Et puis lui et moi, on est très différents, mais on est du coup hyper complémentaires. D'accord. Et quand tu montes une boîte, c'est hyper important, selon moi, de définir des rôles. Ça, vous l'avez fait dès le départ? Qui fait quoi? Au début, on faisait un peu... Tout. Ouais, alors, il y avait quand même certains éléments où c'était plus lui ou plus moi. Ouais. Après, assez naturellement, les choses se sont dessinées. Ok, ça, c'est cool. Mais, ouais. Et ce qui voulait bien... ça confirmait simplement, en fait, qu'en effet, on est complémentaires et que, voilà, il y avait une bonne entente. Quand c'est vraiment fluide, naturel, c'est vraiment appréciable, quoi. C'est Ouais. quand tu te dis, la personne prend la place que tu penses qu'elle doit prendre, et puis toi, tu prends la tienne, et vice-versa, il a ce même ressenti. Ça, c'est cool. Ouais. Ça change du milieu où tu étais. T'as une écoute, tu proposes quoi? Voilà, et un échange. Et puis, c'est horizontal. Exactement. Et puis, ouais, là, après, c'était construire un peu plus l'identité de marque. Ouais. Et, donc, le positionnement sur le marché, oui. pas refaire une Xème agence de communication 360 ou je sais pas. Donc, du coup, vous trouvez un positionnement un peu bien défini, les valeurs alignées pour les deux personnes. Donc, c'est pas que toi ou lui, mais c'est les valeurs alignées de chacun. Et puis après, comment vous allez chercher votre premier client, en fait? Comment ça se met en place au niveau de côté commercial, vu que vous êtes complémentaire? Est-ce que lui est plus sur un côté bureau admin et puis toi commercial, ou comment ça se passe au niveau de cette répartition-là? Sur la partie admin, je dirais que c'est davantage lui. C'est vraiment quelqu'un qui est très structuré, je dirais pas que c'est quelqu'un qui fait que des tableaux Excel, mais voilà, très analytique. Il va être content. J'avais l'impression d'être une rockstar. Il m'en voudra pas parce que il y a des personnes qui sont très analytiques et c'est son cas. Ouais. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui soit capable de rien que de calculer en fait la rentabilité d'un projet. Ouais. C'est vraiment cet équilibre de commercial qui est plutôt sur toi. Un petit peu la créativité est un peu partagée, ou c'est plus l'un que l'autre? Comment tu dirais ça? Généralement, tu as toujours une personnalité qui est vraiment extravertie, qui va vers les gens, qui a plein d'idées, mais sans budgéter derrière. Puis il y a justement le comptable, ce que j'appelle le comptable, mais c'est pas péjoratif. La personne qui remet sur terre en disant ok, on peut le faire, mais ça va coûter tant, on n'a pas tant, ou on risque tant, etc. Donc c'est un peu cet équilibre-là que tu vas trouver avec cette personne. C'est ça, on est à peu près dans cette répartition-là. Ok, en gros. Et après, ce qu'on aime faire, notre fonctionnement, c'est vraiment de travailler ensemble sur tous les projets, c'est-à-dire que toute la partie stratégique, l'analyse de l'entreprise pour laquelle on va être mandaté, on le fait ensemble. Parce que comme on se complète, on a des visions pareilles où on va peut-être s'attarder d'un côté plus sur je sais pas moi, le chiffre d'affaires de l'entreprise, ses problématiques, est-ce qu'elles sont humaines, est-ce qu'elles sont matérielles, enfin il y a plein de choses. Et en fait aujourd'hui l'agence qu'on a, donc c'est vraiment du marketing externalisé. D'accord. Et le marketing, c'est pour ceux qui ont fait des business plans, ça fait partie intégrante de tout ce plan qu'on dessine pour savoir où va le bateau. Ouais. Et la communication est une partie du marketing. Donc, c'est pas que du marketing digital. Ouais. Oui, non, c'est un mot galvaudé de toute façon. Voilà. Maintenant, marketing, ça veut tout dire et rien dire. Donc c'est vrai que exactement. dans le marketing, c'est un peu global. Et puis, tu as différents types de marketing, tu as différents structures. Exactement. Je comprends. Mais en gros, donc, vous avez niché un petit peu dans le marketing. Vous avez niché sur l'externalisation du process, quoi. Ok, d'accord. On s'est surtout rendu compte au fur et à mesure des années et de nos expériences qu'il y a énormément d'entreprises qui aujourd'hui n'ont plus ou n'ont pas les moyens d'avoir un responsable marketing qui soit internalisé. Donc, de la même façon qu'il y a de plus en plus d'entreprises, des fois des petites structures, même des moyennes, la secrétaire, elle va être en externe. Ouais. Les RH, idem. Tout ce qui est fiduciaire, comptabilité aussi. Donc, finalement... même des fois les commerciaux,
marketing et la com, c'est logique. De la même façon qu'il y a des agences de communication, on va prendre quelqu'un qui va juste faire des réseaux sociaux ou juste un site internet. Ben là, finalement, au lieu de dire, OK, je dois gérer mon site, je dois gérer mes réseaux sociaux, je sais pas, je comprends pas comment faire pour augmenter mon chiffre d'affaires, etc. Et puis, finalement, tu as plein de tâches qui vont tomber, des fois sur la secrétaire, justement, sur l'assistant de direction, sur le stagiaire qui vient de débarquer parce qu'il touche un petit peu. Il fait 3 photos. Ouais, voilà. Alors, je dis pas, il y en a plein qui savent très bien se débrouiller. Et il y a plein d'outils aujourd'hui pour bien faire les choses. Pour s'assister. Mais bien faire les choses, ça veut pas dire que tu as une vision. Ça ne veut pas dire que tu vas atteindre des objectifs. Parce qu'en fait, même les objectifs ne sont pas établis à la base. Alors que si finalement, toutes ces choses-là, tu les remets à une équipe qui va gérer pour toi, elle pourra intégrer même des éléments de ton entreprise à qui on chapeautera et on donnera des tâches. Finalement, pour l'entreprise elle-même, le dirigeant, l'entrepreneur, il respire, il se dit « Ok, c'est géré ». Il sait qu'on va faire un point de situation, il y a un suivi, il y aura des corrections si ça joue pas. Oui, il est au courant. Voilà, il y a une vraie communication. C'est ça, c'est vraiment... Mais c'est externalisé dans le sens où c'est une charge sans doute aussi financière un peu moins lourde en fonction de... Et puis c'est activable quand on a besoin, quand tu as quelqu'un à un poste bien défini, tous les mois tu dois le payer, même si peut-être il a travaillé 3 jours sur le mois entier. Donc, exactement. Ok, donc vous êtes positionné là-dessus, et donc ça veut dire que tu es aussi en relation avec tous les autres... corps de métier externalisé par rapport à ça. Okay. Je dirais que c'est notre force en fait aujourd'hui, c'est qu'on a développé vraiment un réseau de partenaires et en fait d'experts sur des métiers bien précis qui font qu'on est capable d'amener, j'ai envie de dire quelque part le meilleur. C'est en tout cas ce qu'on cherche à viser en termes de qualité pour assurer aux clients que les choses elles seront bien faites et qu'en même temps on va être capable de gérer les coûts que ça représente. Parce que si tu as un client qui est à Genève et puis que ton photographe il est à Fribourg, nécessairement, il y a des coûts liés au déplacement. Alors que si en fait, tu as des partenaires un peu de partout, ça permet déjà, par rapport à ça, de pouvoir faire quelque chose de plus logique. Et puis après, ça va être aussi en fonction de la personnalité du client et aussi du prestataire, parce que c'est avant tout des relations humaines. Oui, clairement. Ah bah oui. C'est bien le but du podcast, c'est l'humain au milieu, donc au centre de la pièce. Ok, donc là, maintenant, vous avez trouvé votre position. Votre product market fit, comme on dit. Et puis, du coup, ça s'est mis en place. Donc là, vous êtes un peu en rythme de croisière, enfin, toujours en développement, je pense. Vous êtes dans une partie de développement. Et où tu te projettes, toi, dans 3 à 5 ans, justement? Où vous voyez, je ne sais pas si c'est toujours... Ah oui, oui. On avance toujours ensemble. Où tu vous projettes dans 5 ans, dans 3 à 5 ans? Je nous projette, en tout cas, dans une structure qui aura, je pense, un peu grandi. Je pense parce qu'on a, on va dire, 2 personnes et demie aussi avec nous en interne. Et quand on grandit, quand on grossit, plus tu vas prendre des projets, plus ton temps, et forcément, il est divisé. Et après, si tu veux continuer aussi du développement, parce qu'il y a toujours besoin d'en faire, tu ne peux plus être partout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on anticipe dès aujourd'hui, où on sait qu'on aura besoin de chefs de projet, on aura besoin de d'autres personnes liées à des tâches spécifiques. Bien précises. Voilà, et que c'est pour ça qu'on continue aussi toujours à rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres partenaires qui sont toujours spécialisés dans leur milieu. Exactement. Voilà, pour toujours être prêt à accueillir plus. D'accord, donc dans l'anticipation, dans le but de vous développer, forcément, c'est un petit peu le but pour qu'on fait une entreprise, c'est pour se développer, mais pas que de l'externaliser, aussi à l'interne, d'avoir des profils bien précis sur des tâches bien particulières, et toujours cet esprit d'avoir des collaborateurs un petit peu partout, de manière à pouvoir répondre un peu avec des coûts un peu plus adaptés que effectivement déplacer un photographe de New York pour aller à Zurich. Tout en gardant la qualité du côté professionnel. Et quel conseil tu donneras à quelqu'un justement qui est qui hésite en fait à se lancer, qui est un peu là à se dire ok, mais je pense pas que j'ai les épaules, je pense pas qu'il manque se trouver des excuses, tu sais, pour pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme petit conseil? Je pense que c'est très personnel en fait. D'accord. Alors quel conseil tu te donneras à toi en fait? Disons que je suis personne pour donner des conseils, mais qui est sûr, vraiment ce que je pense au plus profond, c'est que
on a toujours beaucoup plus à perdre à pas essayer. Ok. Parce que le jour où, en fait, tu arrives au bout du chemin, c'est pas les remords qui te dérangent, c'est les regrets. C'est tout ce que tu n'as pas fait. C'est ça. Clairement, donc tu es sur cette philosophie-là de vie, quoi. C'est en disant, faut essayer, alors pas n'importe comment, faut essayer, bien sûr, en ayant quand même analysé un peu le tout, mais il y a un moment, faut essayer, quoi, parce qu'arriver à la fin de ton parcours de vie, tu peux, comme tu dis, quoi, vaut mieux avoir des regrets que des remords, quoi. Donc. Exactement. Puis j'ai le souvenir d'un intervenant que j'avais eu dans l'école de commerce quand j'ai fait mon deuxième master, qui avait sa propre entreprise, et puis il en avait monté déjà bien d'autres. Et il nous avait conseillé, il y avait des gens qui avaient, moi je ne sais plus quel âge j'avais, 26 ans, un truc comme ça. Il y en avait qui étaient bien plus jeunes parce que j'avais repris mes études un peu tard, entre guillemets. Puis il a dit quelque chose de juste, c'est que finalement, plus vite tu te lances dans l'aventure de l'entrepreneuriat, et plus tôt tu pourras te casser la figure et recommencer. Parce que quand tu prends les risques à 50 ans, les conséquences sont clairement pas les mêmes. En fonction du cadre, c'est clair. Donc, moi aussi, je suis d'accord là-dessus. Je préconise le fait de se lancer le plus vite possible. Plus vite tu vas te ramasser, plus vite tu vas remonter, plus vite tu as plus d'énergie, tu as moins de charge sur les épaules. Donc effectivement, mais c'est vrai que c'est pas évident à 18-20 ans d'avoir déjà cet objectif de vie. On est peut-être dans un autre moment de sa vie qui fait que... Mais bon, si les gens nous écoutent et qu'on a la vingtaine, il faut se lancer, quoi. Mais j'ai l'impression que ça change. Il y a une... il y a beaucoup avec les réseaux, les YouTube. C'est vraiment, pour moi qui suis un vieux de la vieille, donc qui a une certaine expérience, j'ai vraiment vécu l'évolution. Et puis c'est vrai que maintenant, si j'avais eu, comme on disait, tout ça à l'époque, c'est vrai que peut-être que ça m'aurait fait des déclics plutôt, des structures mentales différentes, et puis enfin, etc. Mais c'est vrai que maintenant, il y a un changement à ce niveau-là. Je pense qu'on peut noter chez les jeunes parce qu'il y a beaucoup plus de contenu qui diffuse ce genre d'état d'esprit, qui montre les choses et tout ça, qui incite à passer à l'action. Il y a tellement de réseaux sociaux déjà différents, de contenus informatifs, beaucoup de vidéos. Oui, on va parler comme des vieux, mais clairement, il y a 15 ans en arrière, c'était pas ça. Non. Tu n'avais pas la même connaissance, tu n'avais pas la même disponibilité d'informations. Donc, si tu venais pas d'un milieu où, en fait, tu avais des entrepreneurs autour de toi, éduqué un peu, en fait, tu suis un schéma qui te dit, à l'école, il faut faire comme ci, comme ça, il faut bien rentrer dans une case. Et puis, c'est important d'avoir un diplôme parce que c'est important d'être salarié. Et puis, paye bien tes factures. Tes impôts, etc. Voilà. Prends pas de risques. Voilà. Épargne. Et tu auras ta petite maison, tu auras ton... Voilà, c'est tac, 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 tac. Et la vie, c'est pas ça, en fait. Non, justement, c'est pas que ça. Il faut vivre la vie. Il faut vraiment la vivre au sens large du terme. Faire des expériences. Faut, comme tu dis, il faut se lancer. Et puis, de toute façon, on va se planter, mais le plus vite on se plante, mieux c'est, parce qu'on rebondira, puis on fera de moins en moins d'erreurs. Quoi qu'on en fasse peut-être tout le temps, enfin, à différents niveaux, mais oui. Et tu as quelque chose à rajouter à ce podcast? Est-ce que tu voudrais passer un mot supplémentaire? Il y a quelque chose de différent ou que tu n'as pas abordé ou... Déjà, je voulais te remercier. C'est un plaisir. Oui. Merci à toi d'avoir pris du temps. C'est vraiment chouette cool de rencontrer des personnes qui ont envie de partager des choses différentes, ou en tout cas de donner aussi la parole à des personnes qui ne sont pas connues finalement et qui font leur bonhomme de chemin. Et finalement, il y a j'ai envie de dire, quelque part, il y a toute une communauté d'entrepreneurs. Et c'est vraiment beau de voir que c'est presque comme une famille, parce que quand on commence à se rencontrer les uns les autres, il y a ce côté, on se serre les coudes, on se donne des tips, et puis tu peux donner tous les conseils que tu veux, parce que je vois des personnes des fois qui n'osent pas dire, enfin, qui ne veulent pas donner de conseils, genre débrouille-toi. Mais c'est pas parce que tu donnes un conseil que la personne va l'appliquer. Donc, tu n'as rien à perdre, en fait. Non, il faut donner de la valeur, il faut apporter de la valeur. Comme tu dis, voilà, il faut vraiment délivrer, il faut expérimenter la vie. Et puis, c'est vrai que la retenue, ça apporte à rien de garder des soi-disant tips ou des choses à faire. Partager les choses. Puis, je vois, oui, clairement, c'est le but du podcast, c'est de former une communauté qui est déjà formée par les différents clubs d'entrepreneurs, tu vois, mais de donner la parole aux gens qui sont, comme je dis, le girl next door, tu vois, le voisin de palier. Et puis, voilà, simplement qu'il y a une histoire un peu différente sur le côté professionnel. Clairement, tout le monde a des faits de vie, des rencontres, des difficultés, peu importe la profession qu'on exerce. Mais le but, c'est le fil rouge, c'est justement l'entrepreneuriat, parce que ça me concerne aussi, de mettre un petit peu des gens en exposition sur ce côté-là. Donc, c'est cool, quoi. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse juste tirer une petite carte, lire à haute voix la question et y répondre.
Oui. Choisis ta couleur préférée. C'est la pire, celle-là. C'est la pire. Je n'ai même pas retenu les... Alors, est-ce que tu as une routine secrète, un petit rituel qui booste ton mindset? Tu as quelque chose qui te renforce l'état d'esprit, qui est déjà très fort. C'est parfois, de manière, je peux pas dire que ce soit c'est pas assez régulier. Je devrais. D'accord. Me donner du temps plus. Mais c'est quand je pars en montagne. Ok. Toute seule. D'accord. J'aime beaucoup faire de la randonnée. Ouais. Et le fait de marcher, de partir en sachant qu'il y a un dénivelé qui va être costaud, c'est dur. Et plus c'est dur, plus je suis dans la peine. Et quand j'arrive en haut, parce que je ne descends pas sans aller en haut... Mais ça m'aurait étonné. Dis donc, Laetitia qui s'arrête au milieu, là? Non. Même à pieds nus, elle va jusqu'au sommet. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui est libérateur un peu, oui. le fait de... C'est quoi? Le fait de faire endurer quelque chose de compliqué qui, à la fin, aboutit justement sur quelque chose d'un peu de liberté, j'ai réussi ou... J'ai un cerveau qui ne s'arrête jamais. Ouais. Donc, je dors pas beaucoup. Ok. Et je suis souvent réveillée. Et quand je pratique une activité qui me prend beaucoup d'énergie, je suis obligée d'être concentrée sur ce que je fais. Okay. Ou alors, ça va me permettre aussi de repenser à plein de choses. Et le fait de marcher, je les vois parfois autrement. Et ça me permet d'avancer mieux, ou en tout cas des fois voir des chemins que je n'avais pas. Plus de clairvoyance sur, sur certaines situations. Et puis ça me permet de revenir apaisé, réaligné si on veut. Et il y a beaucoup d'énergie dans la nature. Tu ne pratiques pas assez à ton goût, quoi. Tu devrais plus te l'imposer plus régulièrement, quoi. Oui. Et toutes les personnes qui disent j'ai pas le temps. Ouais. C'est aussi une autre histoire. Ouais. On ne se donne pas le temps. Ouais, clairement. Il n'y a personne qui nous le donnera. En tout cas, merci à toi. Merci à toi aussi. Je te dis à bientôt. Oui. Ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.